Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction et merci pour cette opportunité, pour l'invitation de faire un séminaire. Donc, comme on l'a dit, je suis MCUPH dans le département de génétique médicale. Donc, en moitié de mon temps, j'interprète les analyses génétiques chez des patients avec des maladies rares. Et l'autre moitié de mon temps, je fais enseignement et recherche dans l'Institut Marseille Medical Genetics, qui est juste à côté ici sur campus. Et donc, mes deux thématiques principales de mes recherches, c'est la génétique des maladies musculaires. Mais la deuxième, c'est comment est-ce qu'on trouve les diagnostics, comment est-ce qu'on pose un diagnostic chez un patient atteint de maladies rares quand il est en impasse diagnostique. Donc, en fait, quand on fait une analyse génétique, le plus souvent, on ne trouve pas la cause de la maladie de ce patient. Et donc, il reste en errance, voire en impasse diagnostique, ce que, comme vous imaginez, est extrêmement difficile à vivre pour le patient et la famille. Donc, et c'est à travers de cette thématique-là que j'étais introduit aux thématiques d'éléments mobiles et vous allez voir un peu plus tard dans ma présentation comment exactement. Donc, avant qu'on attaque vraiment le sujet des transposons éléments mobiles, d'abord, une petite introduction sur les diagnostics des maladies rares et pourquoi ça en fait, peut être assez difficile. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas le plus souvent la réponse? Donc, il y a plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est que nous pouvons avoir des différents types d'anomalies génétiques. Donc, on peut avoir... Donc, on peut avoir anomalie au niveau de chromosomes. Donc, soit on a une translocation, vous voyez, donc, un bout d'un chromosome qui part et qui se lie sur un autre chromosome. On peut avoir des grandes parties de chromosomes qui partent ou qui sont en plus. Ou on peut aller de l'autre côté de spectre quand on a un changement de juste une lettre. Et donc, les examens qu'on va faire pour détecter ces analyses, classiquement ne sont pas pareils. Donc, pour identifier des anomalies au niveau de chromosomes, on faisait toujours donc, une analyse qui s'appelle karyotype, où on visualise les chromosomes, ou un microarray, donc c'est GH ou en français ACPA. Et puis, si on veut voir anomalie au niveau de vraiment séquence et nucléotides, on va faire séquençage à haut débit, soit exome ou génome. Là, plus en plus, on commence à utiliser le génome pour voir toutes les anomalies, mais ce n'est pas encore en pratique qu'on utilise en quotidien. Donc, deuxième raison, c'est que le génome humain est énorme. Donc, c'est 3 milliards de nucléotides en français. Donc, c'est 3 fois 10 puissance 9. Si on imprime 1 mm par lettre, ça va prendre 3000 km. Donc, ça va faire 3000 km comme New York, Kamanaous, Londres, Canaries. Et si on lit 1 seconde par lettre, ça va nous prendre un siècle à lire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment énorme. Et comme c'est un séminaire à IHU, je vais faire quelques diapos qui montrent la différence entre les microbes et les humains. Donc, nous, les humains, on est là, donc 3 fois 10 puissance 9. Et les bactéries sont du coup 1000 fois, le génome des bactéries est 1000 fois plus petit. Et si on prend des virus, c'est encore plus petit. Donc, la différence entre... Voilà, le génome humain et bactéries, c'est Tour Eiffel et un petit souvenir de Tour Eiffel, donc c'est 1000 fois. Et donc, en fait, ce n'est pas juste un génome que nous avons dans les cellules humaines, on a 2 génomes parce qu'on a toujours deux allèles qui viennent, un de la mère et l'autre du père. Pour la plupart de chromosomes, sauf chromosome X. Comme vous savez, les filles ont 2 X, et les garçons, juste un seul X et un Y. Et donc, nous, les généticiens, parfois, on cherche une lettre qui change,
parmi les 3 milliards de nucléotides. Donc vous pouvez imaginer que parfois c'est très difficile. Et c'est pour ça aussi que souvent les patients restent en errance diagnostique parce que nous n'arrivons pas à trouver cette erreur. Donc, arrivée de séquençage à haut débit, que vous connaissez bien sûr ici très très bien, a vraiment révolutionné la façon qu'on fait les diagnostics des maladies rares. Parce que maintenant, c'était possible de séquencer tout ce génome énorme de 3 milliards de nucléotides en juste quelques heures. Donc, on peut séquencer le génome entier et cette analyse-là, on appelle génome. Et ensuite, on peut séquencer que la partie qui code pour les protéines. Donc, un petit rappel pour les gens des choux. Donc, chez les eucaryotes, l'information du coup génétique qui code vraiment pour les protéines, elle est séparée en morceaux. Donc, il y a des exons qui codent pour les parties des protéines. Ils sont séparés par les introns qui ne codent pas pour les protéines. Et donc, ensuite, on a par étape d'épaissage, les exons sont réunis entre eux et on a maintenant le ARN messager qui va coder. Et donc, en diagnostic, on n'a pas forcément besoin de séquencer tout le génome, parce que c'est quand même 3 milliards de nucléotides. On peut séquencer que exomes, donc que les exons, que les parties qui codent pour des protéines, qui fait 1% du génome entier. Et c'est déjà beaucoup plus simple, et ça prend moins de place à stocker et moins cher. Et puis, pour certaines pathologies, on a intérêt de ne pas forcément séquencer tout, mais on peut faire que les gènes d'intérêt. Parce que, par exemple, pour les cardiomyopathies, il n'y a qu'une dizaine de gènes qui sont très souvent mutés, et donc on n'a pas besoin de séquencer exome entier, on peut juste séquencer ces gènes-là. Donc, on fait le panel de gènes, donc c'est des exons de certains gènes qui sont utiles pour le diagnostic. Pour certaines pathologies, quand même, il faut aller sur exome quasiment direct, par exemple, en déficience intellectuelle ou maladie de neurodéveloppement, et là, des centaines et des milliers de gènes qui sont impliqués, donc souvent, on commence par exome. Donc, voilà une différence de génome comme pomme, exome, juste une petite tranche. Donc, je suis sûre que tout le monde connaît le séquençage au débit ici, mais juste un petit rappel assez rapidement, parce qu'après, il y aura des diapos du coup, qui vont utiliser et montrer des exemples. Donc, quand nous avons un patient qui porte un variant pathogène, ce qu'on va faire, on va faire du coup prélever le sang, extraire ADN génomique et ensuite ADN coupé en plein petits morceaux. Puis, soit on séquence ces morceaux en direct, donc, et comme ça on obtient le séquençage de génome entier, soit on va prendre et sélectionner que les fragments sur lesquels il y a des exons ou morceaux d'exons. Donc, on a ce qu'on appelle une librairie de séquençage, une banque d'ADN, et donc on va ensuite, en séquençant ça, on va avoir maintenant un exome ou panel. Donc ensuite, tout ça se passe avec des manips, wet lab, paillasse, et puis on met tout en séquenceur. D'ailleurs, notre séquençage dans le département de génétique médicale, depuis un an, on le fait ici sur Novasec. Et donc, ça va très vite et ça marche très, très, très bien. Et puis, toutes les étapes qui vont ensuite, c'est des analyses in silico. Donc, ça se passe dans leur ordinateur avec des étapes bioinformatiques qui vont du coup traiter ces séquences. Donc, il y a plusieurs choses. Et au final, ce que nous avons, c'est la séquence de référence, donc ça c'est un génome de référence, et puis nous avons les séquences de notre patient qui vont être alignées sur la séquence de référence. Et vous voyez qu'il y aura certaines parties où les séquences chez le patient sont identiques au génome de référence, et sur certaines positions, il y aura une différence. Et ces différences-là, on appelle des variants.
Donc avant, on disait une mutation, etc. Aujourd'hui, on dit un variant parce que c'est une variation, c'est la différence entre le génome de référence et les séquences qui sont obtenues chez notre patient. Ensuite, on va du coup annoter ce variant, interpréter biologiquement. Donc moi, j'interviens à partir de ce moment-là pour du coup voir est-ce que ce changement-là, on peut explique du coup le phénotype du patient. Et donc, à cette étape-là, la qualité de séquençage est extrêmement importante parce que vous voyez ici, si nous avons un variant dans l'exon 1 qui du coup est très bien couvert avec beaucoup de séquences qui sont alignées, il va être très bien détecté. Par contre, ce variant-là, comme il va être juste vu par 2 séquences, il ne va pas être détecté forcément par les logiciels. Et donc, ce sera un faux négatif. Donc, c'est ça aussi une des raisons pourquoi très souvent on ne trouve pas un diagnostic parce que peut-être pas toutes les régions du génome qui sont bien séquencées comme ça. Donc, l'information sur la couverture est extrêmement importante et c'est pour cette raison que chez nous, dans le laboratoire, chaque analyse est accompagnée par le résultat de couverture ou pour chaque gène, par exemple, nous avons information sur la couverture. Donc ça, c'était deuxième raison. Et troisième raison, c'est que, en fait, on identifie énormément de variants. Donc si avant, on pensait que génome chez une personne qui n'a pas de maladie n'a rien, et il y a du coup le variant qui donne une maladie chez le patient. Maintenant qu'on commence à séquencer les gens qui sont malades ou pas malades, on ne sait pas trop, on réalise qu'on a tous des pommes pourries, on a tous plein de variants. Et donc en fait, si on séquence, si on fait un exome chez n'importe qui dans cette salle, on va avoir à peu près 20 000 variants. Et si vous venez d'une sous-population qui n'est pas très représentée dans le génome de référence, donc quasiment toute l'Afrique, vous allez avoir beaucoup plus de 20 000 variants. Et donc, nous, côté analyse en diagnostic, on va devoir trouver du coup le variant qui donne le phénotype et la maladie parmi ces 20 000 ou 40 000. Ce qui est même plus compliqué, c'est que nous portons tous des variants qui sont des variants pathogènes connus, mais le plus souvent, c'est des variants qui donnent des maladies récessives et donc il n'y a pas de maladie au final, ou c'est des variants qui donnent des maladies qui commencent beaucoup plus tard, donc juste on ne sait pas encore qu'il va avoir une maladie. Et donc, pour nous, pour trouver lequel est vraiment celui qui donne la maladie aujourd'hui, parfois, ça va être assez complexe. Et donc, en plus, quand on reçoit des ADN et des analyses, parfois, il n'est pas clair est-ce que l'individu qui est envoyé est vraiment atteint ou pas. Donc, on a par exemple le patient, et puis les parents sont envoyés comme non atteints. Mais si on retrouve un variant finalement qui est présent aussi chez un des deux parents, ça nous arrive de re-analyser le phénotype du parent. Et finalement, on dit, mais finalement, peut-être il n'est pas si non atteint que ça, et ça change tout niveau interprétation. Et donc, pour nous guider dans toutes ces situations assez complexes, nous avons maintenant des recommandations qui sont, au début, étaient mises à disposition en 2015, établies en 2015, et depuis, il y avait beaucoup d'améliorations sur lesquelles on travaille au quotidien. Et donc, le principe, c'est que chaque variant va avoir des codes qui sont attribués. Et ces codes sont de poids variables. Donc, on peut avoir, par exemple, le code qui est très fort, donc PVS, imaginez une boule qui est très lourde, puis code fort, moyen, etc. Et ils sont attribués en fonction des différents critères. Par exemple, si le variant est très rare ou absent dans la population générale, on va donner une boule de taille PM, etc. Et puis, on va mettre tous ces codes que nous avons trouvés sur une balance. Et donc, si on a assez de poids pour basculer
c'est le variant vers la pathogénicité, on va le classer en probablement pathogène classe 4 ou pathogène classe 5. Pareil, si on a assez de critères pour le basculer vers côté bénin, on va le classer en classe 1 bénin ou classe 2 probablement bénin. Et puis, s'il n'y a pas assez de points pour le basculer de côté pathogène, où il y a à la fois des poids côté pathogène et côté bénin, et le variant va rester un variant de signification incertaine ou classe 3. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe et parfois on n'arrive pas quand même à poser un diagnostic à cause de cette complexité. Et enfin, la dernière raison, c'est qu'il y a certaines anomalies génétiques qui ne sont pas actuellement détectées par les tests qu'on fait en systématique, en routine dans les laboratoires de diagnostic. Donc, par exemple, il y a des régions de génome qui sont extrêmement difficiles à séquencer, donc on les appelle le dark génome. Et donc, il y a des façons à améliorer le séquençage, mais ça ne se fait pas automatiquement et en systématique. Puis, il y a des expansions, des répétitions qui peuvent donner des maladies, mais il faut souvent faire un test en plus pour les voir. Il y a des variants structuraux complexes et il y a des insertions des éléments mobiles. Donc, c'est là où on va passer sur la partie pour laquelle je suis vraiment venue ici. Et parce qu'en fait, on peut avoir des maladies génétiques qui sont liées à ces insertions de ces éléments. Alors, qu'est-ce que ces éléments mobiles? On ne peut pas faire une présentation sur les éléments mobiles sans image de maïs. Donc, elle est là. Et c'est la fameuse Barbara McClintock qui a découvert les transposons en 1950 et elle a eu le prix Nobel en 1983. Donc, c'est quelque chose qui est présent partout, comme Pierre a bien expliqué, il est très important dans beaucoup d'organismes. Donc, il y a deux classes de transposons, d'éléments transposables. Donc, il y a la classe 1 qui est rétrotransposon, et c'est la classe qui fait copier-coller. Donc, en gros, nous avons un transposon en endroit, et puis il est rétrotranscrit en ARN, et puis il est inséré ailleurs, et donc on a une nouvelle copie qui apparaît. Et puis la classe 2, qui s'appelle du coup ADN transposon, et là c'est le processus couper-coller. Donc il y a l'élément qui est extrait de sa position initiale, et puis il est inséré ailleurs. Donc il n'y est plus sur la position initiale. Donc ça s'applique pour tous les organismes. Maintenant, qu'est-ce qu'on a chez les humains? Déjà, la première chose à retenir, c'est que le 50% de notre génome humain, donc de nos 3 milliards de nucléotides, des trucs énormes, 50% de ce génome, c'est des éléments mobiles. D'accord? Donc, imaginez la quantité des éléments. Heureusement, ils ne sont pas tous actifs, et même la grande majorité ne sont pas actifs. Donc, c'est des anciens mutés qui sont là. On peut tracer leur origine aux éléments mobiles, mais ils ne bougent plus. Mais il y a quand même une partie qui est active. Donc, voici les classes de transposons. Donc, la classe 1 peut être séparée en LTR, long term monorepeat ou non. Et donc, ces deux classes-là, ces deux classes et subclasses sont inactifs chez les humains. Par contre, les trois là, donc line 1, ou si on appelle L1, ALU, donc c'est un subtype de short, donc ciné, et le troisième, c'est SVA. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comme la structure, le processus d'insertion, etc., parce que ça va prendre encore plusieurs heures et des séries des cours. Mais ce que je veux juste noter, c'est cette séquence qui s'appelle TSD, Target Site Duplication. Donc ici et là. Donc vous voyez, les trois est long. Et en fait, c'est la séquence qui est présente
dans le génome où l'élément s'insère. Et donc, quand il s'insère, il duplique cette petite séquence. Et c'est comme ça, quand il est inséré, nous avons du coup TSD au début et TSD à la fin. Donc, retenez bien ce point parce qu'il il va reparaître sur les diapos qui suivent. Et donc, ils peuvent être mobiles, mais pas tous. Donc, par exemple, line L1, il a à peu près 500 000 copies dans notre génome. Et c'est estimé qu'entre 80 et 100 qui sont actifs chez un individu. Quand on dit actif, ça veut dire qu'elle peut être mobilisée, mais finalement, est-ce qu'elle le fait souvent? Il était estimé que, par exemple, ALU bouge, donc on a une nouvelle apparition d'insertion d'éléments ALU dans 1 sur 20 naissances. Et puis, pour les deux autres, c'est à peu près 1 sur 100 ou 200 naissances. Donc, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais clairement présente. Donc, ici, dans cette salle, il y a moi plusieurs individus chez qui il avait une apparition d'une nouvelle insertion d'éléments mobiles. Donc, heureusement, comme notre génome est tellement énorme, c'est que le plus souvent, il saute dans un endroit qui ne casse rien. Et donc, c'est pour ça on n'a pas un patient qui naît sur 20 naissances. Par contre, il peut arriver dans un endroit qui est important pour la fonction, et là, du coup, on va avoir une maladie génétique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une insertion de ce élément? Donc, imaginons que dans la population, il n'avait pas un élément, donc TE sur un locus, et tout d'un coup, par hasard, il a un TE qui saute sur une position dans le génome. Donc, dès qu'il a une apparition de quelque chose au niveau génétique, donc par exemple un variant, donc un changement de nucléotide ou insertion ou une translocation, etc., qui est présent chez l'enfant et pas chez les parents, on appelle cet événement de novo. Donc ça apparaît chez l'enfant. Et donc ici, si nous avons insertion de novo chez cet individu, et si ce patient a un phénotype très sévère, une maladie très sévère, vous voyez bien que cette insertion, il ne va pas être transmise à la descendance. Donc, elle va apparaître que chez ce patient. Et puis, à la génération suivante, il n'aura plus. Parce qu'il n'a pas de descendance si le phénotype est extrêmement sévère. Deuxième possibilité, que nous avons du coup une apparition d'une insertion sur un autre locus, qui soit ne donne pas du tout la maladie, donc il insère dans un endroit qui n'est pas fonctionnel, ou d'une maladie qui n'est pas très sévère et la transmission est quand même possible, ou c'est également possible qu'il casse un gène qui du coup il ne fonctionne plus, mais c'est une maladie récessive et donc juste avoir une copie cassée, ça ne donne pas le phénotype et la personne peut du coup transmettre cette insertion à ses enfants. Et donc, ce qui se passe ensuite, dans cette situation, il y aura la transmission à la descendance et après plusieurs générations, on peut avoir du coup cette insertion qui va être plus en plus présente dans la population générale. Et vous voyez bien, donc c'est très, très intéressant. Il y a des équipes entières qui essaient de tracer à quel moment est-ce que cet événement est apparu. Parce que vous imaginez bien, si on prend une population et on la séquence, si on a beaucoup d'insertions de ce type, ça veut dire que l'événement initial était il y a très longtemps. Et s'il y a juste quelques personnes, ça veut dire que cette insertion est vraiment très, très récente. Voilà. Et donc, ce type de TE, on appelle les TE polymorphiques. Donc, ça veut dire que dans la population générale, il y aura certaines personnes qui vont l'avoir et d'autres non. Alors, donc maintenant, est-ce que c'est
qu'est-ce qu'on sait sur le lien entre ces insertions et les maladies génétiques. Donc, vous voyez bien quand il y a déjà, quand on savait qu'il est possible qu'il y a des éléments qui bougent et qui sautent dans le génome, évidemment, la première question, c'était alors qu'est-ce qui se passe si un gène qui est vraiment important pour la fonction est cassé. Et donc, la première description de cas de ce type, c'était en 88. Et puis, il y avait beaucoup d'autres cas qui étaient rapportés. Donc, en 2016, il y avait une revue qui a vraiment pris tous les exemples de la littérature. Ils ont trouvé à peu près 124. Et depuis, maintenant que c'est quelque chose qui est déjà connu, il n'y a pas forcément tous les cas qui sont publiés dans la littérature. Donc, mais déjà, au moins 150 cas, ils voient beaucoup plus qui existent. Et puis, maintenant qu'on a des études avec beaucoup d'exomes, il y avait des études qui ont montré si on prend du coup tous ces résultats des exomes et on le réinterprète, est-ce qu'on arrive à trouver des diagnostics qui sont liés à ces insertions? Et la réponse est oui. Donc, il y avait 3 grandes études, donc vous voyez 90 exomes, 60 000 exomes, etc. Et il trouve qu'à peu près un patient sur 1000 a du coup une insertion qui donne une maladie. Donc ça, c'est plutôt pour des maladies à déficience intellectuelle et neurodéveloppement. Donc c'est quelque chose, c'est des du coup insertions de nouveau qu'on cherche. Mais si on prend des situations où on a, comme je montrais avant, une insertion qui est présente dans la population, pas forcément avec des fréquences assez élevées, mais elle est quand même présente. Il est possible que pour ces gènes-là, on va avoir la fréquence des insertions parmi les patients qui va être beaucoup plus élevée. Donc, par exemple, il y avait une étude il y a un an qui montrait qu'ils ont pris 330 patients non diagnostiqués. Ils ont vu que chez 7 patients dans cette étude, il y avait insertion d'éléments mobiles ALU dans un gène. Donc, vous voyez, en fonction de gène, il est possible que vous allez avoir la proportion des patients peut être beaucoup plus élevée. Alors, maintenant, on rentre un peu plus dans les détails. Comment est-ce que insertion peut altérer la fonction du gène? Donc, la première possibilité, c'est que nous avons insertion dans l'exome lui-même. Et donc, ici, par exemple, on a l'élément qui est inséré dans l'exome 14. Et donc, maintenant, au lieu d'avoir exome 14 qui code pour une partie de la protéine, il aura du coup une séquence qui va être insérée. Et soit il aura apparition de codon stop, et du coup il n'aura plus il aura protéine tronquée ou dégradée, ou il aura une insertion d'une partie de protéine en plus, et donc il ne sera pas fonctionnel. Deuxième possibilité, qui du coup finalement statistiquement est beaucoup plus, qui arrive beaucoup plus souvent, parce que c'est des parties qui sont plus larges, c'est que notre élément mobile va insérer dans un intron. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, un petit rappel pour les non-eucaryotes, les gens qui n'étudient pas les eucaryotes, sur le épaissage de ARN messager. Donc, pour faire épaissage, dans la cellule, du coup, il y a des sites qui sont importants au niveau de jonction entre exome et intron, ici et là. Et c'est des sites qui s'appellent sites donneurs d'épaissage et sites accepteurs. Donc, donneur-accepteur. Puis, il y a plusieurs étapes du coup, de ce processus. Et au final, du coup, un tronc est enlevé et nous avons du coup un exome qui est joint au exome suivant. Et donc, ces motifs-là, ils sont extrêmement importants pour avoir toutes les protéines et ARN du coup, qui vont venir ici
et orchestrer ces événements. Et donc, vous imaginez bien que si on casse ces sites donneurs ou accepteurs, ou si on introduit un nouveau site à l'intérieur, on ne va pas avoir ce processus épaissage comme il faut, et donc il y aura des parties qui vont être insérées ou au contraire non insérées. Donc par exemple, si on casse ce site-là, le site donneur du coup va chercher le site prochain et on va du coup avoir le saut d'exon et du coup il y aura cet exon-là qui va être joint à l'exon juste après. Et donc, c'est exactement ce qu'on peut avoir avec insertion d'éléments mobiles. Donc, on peut avoir un saut d'exon. Donc, ici, par exemple, il est inséré au niveau de exon 11. Et donc, on a exon 10 qui est joint en direct à exon 12. Et là, pareil, s'il est hors phase, on va avoir introduction de codon stop, etc. Donc, ça, si le site natif n'est plus utilisé. Et une autre possibilité, c'est que si insertion de cet élément mobile introduit un nouveau site. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir un processus qui s'appelle exonisation. Donc, en fait, nous avons une partie de l'élément mobile qui va être insérée comme si c'était un exon. Donc, vous voyez ici, exon 14 est suivi par une partie qui correspond à une partie de TE et puis qui est suivie par exon 15. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint vraiment les thématiques de recherche de Pierre, c'est que quand il y a ces insertions qui finalement viennent des autres parties, on peut avoir apparition de nouvelles fonctions. Donc on va avoir des protéines qui vont avoir des domaines qui vont apparaître et peut-être qu'il y aura du coup des nouvelles fonctions qui vont apparaître et ça peut être intéressant aussi à niveau évolution. Mais ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui. Et puis il y a plein d'autres façons que l'élément mobile peut altérer la fonction. Par exemple, il peut générer instabilité génomique. Parce que comme ils se ressemblent tous entre eux, on peut avoir deux régions qui s'alignent comme ça au niveau ADN. Et ensuite, il y a le processus de recombinaison. Et donc, on a une délétion de cette partie-là et donc qui peut contenir des gènes qui sont importants pour la fonction. Puis, on peut avoir un processus de répression épigénétique, du coup, qui diminue l'expression du gène autour de l'élément mobile et les gènes autour, du coup, qui vont être aussi moins actifs. Alors, maintenant, un petit exemple pour vous montrer comment on voit vraiment les choses au niveau diagnostic. Que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais on les voit vraiment chez nos patients. Donc, c'est un patient qui était vu par mes collaborateurs à NIH. C'était un patient avec maladie musculaire, avec phénotype très typique pour ce gène TPM3. Et c'est un gène qui donne une maladie récessive. Donc, chez ce patient, il avait déjà un variant pathogène connu identifié. Donc, il avait un génome et sur le génome, du coup, il avait ces deux résultats qui étaient identifiés. Donc, il avait un variant pathogène sur allèle paternel et en face, en trans, ce qui sortait du logiciel, c'était une insertion de 151 paires de bases. Donc, très évocateur de ce gène. Et maintenant, du coup, on zoome sur la région qui était annotée comme insertion de 51 paires de bases et on voit tout de suite que ce n'est pas juste insertion, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de voir alignement dans IGV, donc ça, c'est les résultats de séquençage au débit. Nous avons un génome de référence sur lesquels, du coup, chaque ligne, c'est des rides qui viennent de séquençage du patient. Et ici, donc, il s'aligne bien. Et à partir de ce moment-là, il ne s'aligne plus. Pareil de l'autre côté, donc ici on a des rides qui s'alignent bien et puis il ne s'aligne plus. Et puis il y a une autre chose qui est assez intéressante, il y a une partie ici qui est plus couverte. Donc
quand on voit ça, d'habitude, ça indique qu'il y a une duplication. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Voici, je zoome sur la région, et finalement, donc c'est pas insertion de 51 paires de bases, c'est insertion d'un élément mobile qui s'appelle SSVA, qui est de taille 1.4 kb, donc kilobase, 1000 nucléotides. Et en fait, cette duplication qu'on voit ici, c'est rien d'autre que notre TSD. Donc, c'est Target Site Duplication. Donc, en fait, ce que se passe, il y a cette insertion de 1 kb. Et donc, quand on va prendre notre ADN du patient et le couper en plein petits morceaux, il y aura des morceaux qui vont du coup contenir une partie de génome d'origine, et puis une autre partie, ça va être l'élément qui était inséré. Pareil de l'autre côté. Mais quand on va tout aligner sur le génome de référence, il va tout aligner au même endroit, et c'est pour ça qu'on va voir du coup ça. D'accord? Et c'est pour ça, en fait, que nous avons ici une duplication, parce que cette région-là, en fait, elle est présente 2 fois chez le patient. Une fois ici et une fois là. D'accord? Et pour un peu plus de geek informatique, un peu plus de détails. Donc, si on prend, par exemple, de read qui a 5' ici, et on regarde son read mate, qui est juste là, il s'aligne bien. Pareil de l'autre côté, voilà, il s'aligne bien. Et par contre, si on prend des reads qui sont orientés de cette façon-là, donc ce read-là, par exemple, son read mate ne s'aligne plus parce qu'il est à l'intérieur de ce élément. Donc, il n'est pas présent dans le génome de référence. Et pareil de l'autre côté. Et donc, on peut prendre maintenant cette séquence-là, aligner et voir exactement ce que c'est comme élément, etc. Et donc, en mettant tout ensemble, j'ai vu du coup qu'il est inséré à cet endroit-là, qui correspond à un 32 de ce gène. Et maintenant, la question est quel est l'effet vraiment au niveau ARN? Est-ce que l'épaissage qui est altéré? Et là, on est en train de faire analyse de transcrit pour voir s'il y a vraiment altération niveau ARN messager. Et donc, il y a clairement un intérêt de chercher ce type d'insertion chez les patients. Comment est-ce qu'on va le faire? Donc, il y a plein d'outils bioinformatiques qui existent. Il y a certains qui marchent mieux que d'autres. Et nous, on est en train de voir si on peut les mettre en place. Ils ont surtout intérêt pour des séquençages de génome. Donc, sur les plateformes de séquençage, je pense qu'ils l'ont déjà mis en place. Mais il existe aussi d'autres façons, comme par exemple cette approche qui était décrite il y a quelques années, qui enrichit pour ces événements. Donc ça, c'est une approche que nous avons testée dans notre laboratoire. Et donc, en fait, il est conçu pour détecter les éléments qui sont actifs actuellement dans le génome humain, donc pour ces trois types. Donc, on reprend notre séquençage à haut débit. Et, comme vous savez, du coup, il y a, au moment quand on coupe nos ADN, il y a une étape suivante qui rajoute des adaptateurs sur les deux côtés de nos fragments. Et donc, il y aura, si on a une insertion quelque part dans le génome de ce type, il y aura donc des morceaux d'ADN avec insertion sur ces morceaux et adaptateurs de deux côtés. Et donc ensuite, cette approche, il prévoit du coup une série d'amplifications avec les oligos qui sont qui du coup sont spécifiques à ces trois éléments mobiles et les adaptateurs. Voilà. Et au final,
ce qu'on va avoir, du coup, c'est une librairie, du coup, qui va être enrichie, dans laquelle il y aura que les séquences qui sont obtenues des régions où il y a une insertion. Donc en fait, on va avoir un côté, il y aura toujours que les reads qui correspondent à notre insertion, et puis de l'autre côté, comme on peut avoir des morceaux de taille différente, il y aura du coup cette espèce de gradations. Et donc ça marche très bien. Donc voici un exemple. Ces manip étaient faits dans notre plateforme JBeam à MMG, donc Genomics Bioinformatics Platform, qui ont du coup fait les manips et ensuite l'alignement. Grand merci. Donc voici un exemple d'exome initial où nous avons du coup pour chaque exome, nous avons ces séquences qui apparaissent comme ça. Donc ça c'est avant qu'on fait notre approche TE-NGS. Et après TE-NGS, nous n'avons plus de séquences qui correspondent aux exomes et qu'un pic qui est quand même beaucoup plus grand, là où nous avons une insertion. Donc ça marche très bien. Voilà, donc il y a une insertion qui est juste là. Et donc, après cette expérience qui a montré que ça marche, et finalement, ce n'est pas des choses qui sont très chères, c'est juste des oligos. Et puis, comme on obtient des séquences que pour certaines régions, on peut mettre beaucoup de patients et multiplexer et avoir, du coup, séquençage qui n'est pas très cher. Et donc, ensuite, on a eu un financement par Fondation Maladies Rares pour tester cette approche sur les patients, et ça marche aussi très bien. Donc voici un exemple. Comme il avait juste 9 trios, finalement, il n'avait pas d'insertion qui a vraiment expliqué la maladie. Par contre, ce projet pilote a permis de montrer que c'est très facile et vraiment faisable avec les moyens d'un labo diagnostic. Donc ça, c'est pour la partie où on a vraiment un élément mobile qui saute dans un gène, qui casse et qui donne une maladie. Mais est-ce qu'il est possible que des éléments qui sont déjà là dans le génome, est-ce qu'eux, ils peuvent aussi participer dans la pathologie? Donc ça, c'est beaucoup moins clair. Il y a encore beaucoup de choses à voir et à étudier. Mais voici un exemple qui nous laisse penser qu'il y a quand même quelque chose à creuser. Donc, c'était encore un patient avec une maladie musculaire. Et maintenant, nous avons un gène qui s'appelle HMGCS1. Et pareil, un variant pathogène qui était déjà découvert. Donc, on cherche un variant sur l'autre allèle. Nous faisons un génome et nous voyons sur RNA-seq, sur le ARN, excusez-moi, donc on fait le séquençage de ARN et on voit qu'il y a une apparition de pseudo-exons. Donc en gros, on a un exon 5 qui est lié, qui s'épice avec quelque chose au milieu de l'intron et ensuite l'autre exon. Et donc la réaction initiale, ce pair on a trouvé, c'est ça. Et ensuite, la partie scientifique dit « Attends, on regarde chez le contrôle d'abord et on voit que chez le contrôle, il y a exactement la même chose qui se passe. » Donc, c'est un gène qui était découvert il y a un an, donc on ne le connaît pas encore très bien et ce n'était pas quelque chose qui était bien connu pour ce gène. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Pourquoi dans ce gène, il y a ce pseudo-exon qui est présent à bas bruit et donc on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, que ça correspond exactement à l'insertion d'un élément qui s'appelle le SQ2, qui ne bouge pas, mais il est là et il fait que là, espèce d'épissage qui n'est pas à 100% dans ce gène qui est important pour la maladie. Donc, par instant, on ne sait pas encore si c'était vraiment le cas. On peut imaginer que là, peut-être chez certains patients, ce type d'épaissage est plus élevé
que chez d'autres. Et donc, on peut avoir une maladie qui est liée à ces niveaux de dépistage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment exploré, et je suis vraiment très, très ouverte sur les projets qui peuvent explorer ce type de processus plus. Et enfin, pour finir, les transposons, c'est beaucoup plus que juste une idée qu'il saute, il casse un gène et il a une maladie. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'était vraiment de façon très, très simple et très directe, mais il y a plein d'autres choses à explorer. Par exemple, il y a tout mécanisme de comment est-ce que la cellule fait qu'il y a moins d'expression de ces éléments. Il y a des équipes entières partout dans le monde qui travaillent sur ça. Puis, on sait maintenant que les transposons peuvent allumer la réponse immunitaire innée. Il y a des descriptions du coup de rôle évolutif comme on a un peu vu, et même ils disent que peut-être la diversité des neurones dans notre cerveau, c'est lié en fait à l'expression des transposons et mobilisation des transposons. Donc, en conclusion, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est assez clair que les insertions de ces éléments mobiles peuvent donner une maladie, donc soit par apparition du coup un saut qui est de nouveau, donc qui apparaissent que chez le patient, ou par un allèle qui est présent dans la population générale avec une fréquence qui n'est pas très élevée, mais en combinaison avec un autre allèle pathogène peut donner une maladie. Et surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on le fait en systématique. Donc, il est possible qu'il y ait beaucoup de patients en errance diagnostique chez qui juste on n'a pas trouvé encore ces éléments. C'est que quand même, c'est 50% du génome qui correspond à ces éléments-là. Et là, il y a encore beaucoup de choses à étudier et voir quelle est vraiment leur fonction, leur implication dans l'évolution, et surtout qu'ils sont vraiment fascinants et il faut les étudier. Donc en conclusion, je remercie du coup, mon équipe où je travaille actuellement avec Marc Bartoliki ici. Donc le séquençage a été fait à Genomics et bioinformatique, une plateforme à MMG, avec analyse bioinformatique, etc. Ensuite, le projet de séquençage de trio d'épilepsie, c'était en collaboration avec l'équipe de Laurent Villard qui travaille sur les épilepsies. Je remercie également mes collègues à PHM et mes collègues à NIH. Je prends votre question, si vous avez. Merci.